Chromosome B. Savoir. Idée. Réflexion. Le podcast des éditions Henrik B. Agitateur de neurones. Chromosome B. Il n'est pas fréquent que des psys n'appartenant pas au même courant acceptent de confronter leur point de vue dans un même ouvrage. C'est souvent le rejet mutuel et au moins la distance qui prévaut. Dans Regards croisés sur la psychothérapie, deux psychologues et psychothérapeutes aux orientations différentes choisissent de dialoguer. Chantal Masquelier-Savatier est gestalt thérapeute et Edmond Marc s'inscrit dans une orientation psychanalytique. Ils prennent le risque d'un échange sans complaisance, mais où prime l'ouverture et la reconnaissance de l'autre. Plutôt que de chercher à présenter parallèlement ces deux démarches, ils s'attachent à considérer leurs interrelations depuis la naissance de la gestalt-thérapie jusqu'à la situation actuelle. La psychanalyse est longtemps restée la méthode reine dans le champ de la psychothérapie du XXe siècle, jusqu'à ce qu'apparaisse dans les années 60 le courant de la psychologie humaniste et existentielle dont la gestalt-thérapie est une école majeure. Confronter ces deux démarches, c'est montrer leurs différences et leurs divergences fondamentales. Mais c'est aussi souligner leurs convergences et leurs complémentarités possibles. Cet ouvrage soulève donc la question centrale aujourd'hui de la diversité du champ de la psychothérapie et de son unité potentielle. Chantal Masquelier-Savatier, vous êtes psychologue clinicienne, gestalt thérapeute, mais aussi didacticienne, superviseur et formatrice en gestalt thérapie. Vous avez dirigé la revue Gestalt de 2000 à 2010 et vous avez publié plusieurs livres sur le même sujet, dont un Que sais-je. Edmond Marc, vous êtes psychologue, docteur d'État en psychologie, professeur émérite des universités, vous êtes membre honoraire de la Société française de psychanalyse intégrative, vous avez publié, vous aussi, de nombreux ouvrages sur la psychanalyse et la psychothérapie. Une partition à 4 mains vous a réuni, c'est ce livre, intitulé Regards croisés sur la psychothérapie, psychanalyse et gestalt thérapie, aux éditions Henrik B. Chantal Masquelier-Savatier, Edmond Marc, bonjour. 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 Alors, j'aimerais d'abord vous demander à chacun, si ce n'est une définition de vos pratiques respectives, en tout cas d'expliquer par quel cheminement personnel vous avez chacun choisi les fondations et les outils de votre pratique de thérapeute. Je vais laisser la parole à Chantal pour commencer. Moi, mon parcours est assez classique au départ, puisque j'ai une formation de psychologue clinicienne que j'ai faite à Lille, mais c'était déjà un peu transgressif dans ma famille d'oser faire des études de psycho, parce que je suis d'une vieille famille bourgeoise et traditionnelle, et on m'a dit « Oh, tu peux faire psycho parce que t'es une fille ». Si bien que, un peu plus tard, j'ai été très attirée par toutes ces thérapies qu'on disait nouvelles, parce qu'elles avaient cet aspect libertaire et transgressif un peu, qui m'a attirée dans le côté liberté, créativité, développement de soi et de son potentiel. Donc, après mes études de psycho, j'ai fait pas mal de bioénergie, de rebirth, tout ce qui était les nouvelles thérapies psychocorporelles qui nous arrivaient dans les années 70-80 en France. Et plus tard, quand il a fallu me former, j'ai choisi la gestalt thérapie parce qu'elle était plus facile à manier, à utiliser dans les structures psychosociales dans lesquelles je travaillais, CMPP, aide sociale à l'enfance, aide aux toxicomanes. Je trouvais que la gestalt thérapie me donnait des outils pratiques pour accompagner les gens auxquels j'avais affaire. Donc je me suis formée à la gestalt thérapie et je l'ai pratiquée d'abord dans ces institutions puis en libéral. Et c'est dans un second temps que j'ai eu besoin de faire un parcours analytique pour compléter l'exploration de moi-même et de mes relations à autrui. Edmond Marc, votre cheminement, qu'est-ce qui vous a amené à la psychanalyse ?
Moi, ma formation initiale, tant au niveau pratique qu'au niveau théorique, ça a été la psychanalyse. Donc j'ai fait une psychanalyse personnelle, une psychanalyse didactique, et je me suis mis à pratiquer en tant que psychanalyste. Mais par la suite, j'ai rencontré ce qu'on a appelé les nouvelles thérapies ou les thérapies humanistes, et en tant que chercheur aussi dans ce domaine, j'ai été très intéressé par ces nouvelles démarches et j'ai donc essayé de me former là aussi, tant au niveau théorique qu'au niveau pratique, à ces nouvelles méthodes thérapeutiques. Aujourd'hui, je garde un ancrage essentiel dans la psychanalyse, mais je me définis aussi comme intégratif. C'est pour ça que j'appartiens à la Société française de psychanalyse intégrative. Donc finalement, c'est presque des chemins inverses que vous avez chacun pris et vous vous êtes rencontrés au milieu. Ça donne ce livre, mais qui s'inscrit dans la continuité d'un dialogue que vous menez par ailleurs déjà dans d'autres cadres depuis quelque temps. Est-ce que justement vous parliez d'intégration? Est-ce que votre rencontre est le signe justement d'un élan intégratif de ces diverses écoles de pensée? Je pense que oui. J'ai été très heureuse quand Edmond est venu me chercher pour parler de la gestalt-thérapie et la mettre en dialogue avec son expérience à lui. J'ai beaucoup de gratitude pour Edmond, parce que dans les premiers congrès, les premiers colloques de la Société française de Gestalt ou d'autres obédiences comme le SNP-Psy ou maintenant la FF2P, Edmond était toujours derrière son stand avec des livres à vendre. Il avait une ouverture à tout ce développement des nouvelles thérapies, une ouverture fabuleuse. Et il écrivait régulièrement, il mettait à jour le guide des nouvelles thérapies. Et alors merci Edmond pour cette ouverture, on te doit beaucoup. La psychologie humaniste en France te doit beaucoup. Edmond Marc, quand vous avez commencé à vous ouvrir à ces diverses pratiques, pensées, comment ça a été perçu par le milieu dont vous veniez, en fait, toute l'école freudienne psychanalytique? Pas très bien, mais quand même certains psychanalystes avec qui je collaborais ou avec qui j'enseignais se sont montrés intéressés aussi par mes expériences et par ma démarche, notamment Didier Anzieux, qui régulièrement me demandait de lui communiquer mes ouvrages parce qu'il était curieux. Lui, il était très ouvert et curieux de connaître quand même ces nouvelles thérapies. Mais dans l'ensemble quand même, la réception a été mitigée. C'était courageux. J'aimerais savoir si justement la gestalt-thérapie était un contre-courant à la psychanalyse. On lit dans le livre qu'elle est la fille de la psychanalyse. Et est-ce que la psychanalyse, par ailleurs, opérait donc une résistance au nouveau courant? C'est un peu à la suite de la question que je viens de vous poser, les thérapies humanistes. Est-ce qu'on peut évoquer quelques-unes des limites que chacune de ces approches pouvait noter chez l'autre? Et éventuellement aussi, où arrive la complémentarité? Oui, effectivement, il y a eu une résistance de la... Alors, la gestalt-thérapie s'est posée un peu aussi en opposition à la psychanalyse. Et de l'autre côté, la psychanalyse a été tout à fait résistante à prendre en compte ces nouvelles thérapies. La psychanalyse a eu pendant longtemps une position hégémonique dans le champ de la psychothérapie, et donc elle a eu plutôt une attitude de mépris et de rejet à l'égard de ces nouvelles thérapies. Mais je pense que heureusement, avec quelques personnalités, le dialogue a été possible. Et notamment, moi je me félicite du dialogue que j'ai pu avoir avec Chantal Masquelier et qui nous a fortement enrichis l'un et l'autre.
Vous disiez, Chantal, que vous avez commencé donc par les thérapies humanistes, notamment la Gestalt, et que vous avez eu quand même la nécessité à un moment dans votre parcours d'aller vers la psychanalyse. Vous pouvez expliquer pourquoi et qu'est-ce que vous y avez découvert? Je pense qu'il y a plusieurs aspects. L'aspect de ma pratique de thérapeute m'engage ou m'oblige à continuer de travailler sur moi. Et donc, travailler sur moi, comme j'avais pas mal exploré déjà toutes ces méthodes psychocorporelles, ça voulait dire aller compléter mon parcours parce que je ne connaissais pas. Donc, j'avais une curiosité pour faire un parcours analytique et c'est le moyen que j'ai choisi pour continuer de travailler sur moi. Et d'autre part, je pense que plus personnellement, il y a des zones que je n'avais pas pu explorer avec la Gestalt thérapie, notamment des liens avec la toute petite enfance et certaines situations qui restaient bloquées parce que j'avais pas exploré certains aspects de mon histoire. Donc, c'était complémentaire pour moi d'aller voir de ce côté-là à ce moment-là. J'ai choisi la psychanalyse kleinienne, qui pour moi est plus proche peut-être de la Gestalt thérapie puisqu'elle fait référence aux relations d'objets et on peut trouver plus de ponts entre Gestalt thérapie et psychanalyse kleinienne qu'avec une psychanalyse lacanienne, je pense. Vous disiez, Edmond, par ailleurs, que vous êtes sorti d'une pensée unique et hégémonique qui était l'école de la psychanalyse. Que vous ont apporté ces approches humanistes qui étaient ignorées par la psychanalyse? Elles m'ont apporté des choses différentes, mais que j'ai ressenties, moi, comme dans une continuité intérieure, comme tout à fait compatibles, même si au niveau théorique, elles étaient contradictoires. Donc, et ce que ça m'a apporté, par exemple, c'est une centration plus sur l'ici et maintenant. Ça, c'est un élément important de ces démarches existentielles et humanistes. Elles m'ont apporté aussi un éclairage sur l'importance de la relation. C'est Carl Rogers qui a le plus mis en évidence les attitudes fondamentales du psychothérapeute qui sont utiles aux patients pour avancer, progresser, se développer. Et ça, je pense que c'est un apport très important, notamment l'accent qu'il a mis sur l'écoute empathique, que aujourd'hui cet apport a été retenu par les autres démarches thérapeutiques. Et aussi, alors j'ai trouvé dans les démarches humanistes une attention au corps, à l'émotion, alors que la psychanalyse, elle met l'accent essentiellement sur la parole. Et ça m'a semblé très important dans un travail thérapeutique de prendre en compte aussi le corps et les émotions. Alors justement, j'aimerais qu'on entre peut-être vraiment dans la pratique de ces approches. Quel est dans chacune de ces approches ou dans leur mise en perspective le rôle, la posture, la pratique du thérapeute? Est-ce qu'elles sont de même nature dans les deux approches? Ah là là, c'est une vaste question. En Gestalt thérapie, on est plutôt en face à face dans une pièce qui ressemble à un salon, avec des fauteuils, des coussins, une possibilité d'aller et venir, de marcher éventuellement, de se lever, de bouger. Le setting est pas figé. Et même moi, je ne suis pas toujours à la même place. Ça peut m'arriver de changer de fauteuil. Et comment on accueille la personne avec ce qui est là? Comment vous arrivez aujourd'hui? Avec quoi vous êtes? Qu'est-ce qui se passe pour vous? On est un peu comme dans une conversation banale de la vie quotidienne pour enclencher le dialogue. Et à partir de ce qui est présent, on va explorer ce qui se passe pour le patient et entre nous à l'occasion de ce qu'il amène. Donc il amène bien sûr verbalement ses états d'âme, mais
on lui proposera éventuellement des expérimentations ou en tout cas une amplification de ce qu'il ressent en disant mais quand vous me dites ça je vois vos sourcils qui se froncent et ça peut déclencher chez moi un peu de perplexité. Donc il y a vraiment une attention très grande à tous les modes d'expression, pas seulement le verbe, et une centration sur ce qui se passe physiquement et dans l'échange, la répercussion de la résonance que peut avoir l'attitude physique du patient sur moi, et réciproquement, si par exemple je me lève, je vais lui dire mais ça vous fait quoi que je me lève? Donc il y a vraiment quelque chose d'un échange, et d'un échange qui tient compte de notre ressenti physique, corporel, émotionnel. Edmond Marc, est-ce que vous avez suivi les prémices, le cadre classique de la pratique de la psychanalyse, ou vous avez modifié aussi votre posture par rapport aux patients qui viennent vous voir? Comment vous travaillez? Initialement, moi, je respectais tout à fait le cadre traditionnel de la psychanalyse, le patient allongé, l'analyste en retrait. Bon, peu à peu, ma pratique s'est enrichie justement de ma rencontre avec les thérapies humanistes, et j'ai modifié un peu ce cadre. D'abord, j'ai introduit aussi le face-à-face, mais ça, les psychothérapies d'inspiration psychanalytique l'avaient déjà introduit. Donc c'est une modification qui avait déjà eu lieu dans le champ même de la psychanalyse. Donc le face-à-face me semble le point habituel de démarrage de la relation avec le patient, et à un moment donné, on peut lui proposer de s'allonger sur le divan, mais justement chez moi c'est une proposition, c'est pas une obligation. Et une autre modification que j'ai faite au modèle traditionnel, c'est que moi je ne me situe pas en retrait par rapport au patient, je me situe perpendiculairement à lui, c'est-à-dire que il peut ne pas me voir s'il souhaite ne pas me voir, me regarder s'il souhaite me regarder. Je pense que ça donne plus de souplesse, c'est mieux toléré aussi par le patient, parce qu'il y a certains patients qui ne se sentent pas à l'aise dans la situation classique. Et donc voilà, j'accepte que le patient puisse intervenir lui aussi sur le dispositif que je lui propose. Donc voilà un assouplissement du cadre, et personnellement je parle d'un cadre à géométrie variable, c'est-à-dire que selon les moments, selon l'évolution du patient, on peut travailler dans une forme, dans un certain cadre, ou modifier aussi ce cadre. Chromosome B. Chantal Masquelier-Savatier, Pearls, qui est l'un des fondateurs de la Gestalt, critique la psychanalyse pour l'accent qu'il met sur le passé, l'instinct sexuel, et propose une approche donc centrée sur l'instant présent, l'instinct de fin, et des notions comme l'agressivité positive. Est-ce que ces notions sont contradictoires, hein, et comment chacune de vos deux approches peuvent-elles les intégrer? Moi, elles me semblent pas contradictoires. Elles me semblent mettre le projecteur sur des aspects différents de la personne et de sa manière d'être au monde. Pearls, dans son évolution, quand il est parti en Afrique du Sud, a eu besoin de faire évoluer sa pratique analytique. Il était psychiatre et psychanalyste, et il a éprouvé le besoin ou l'envie de faire un peu autrement, justement, comme le disait Edmond tout à l'heure, en se centrant davantage sur l'ici et maintenant, mais sur l'expression du corps présentement.
Donc ça, c'est un aspect qu'il a appelé la thérapie de la concentration. Ce qui est étonnant, c'est qu'aujourd'hui, dans la variété des thérapies qui sont proposées, on peut trouver beaucoup de points communs entre cette thérapie de la concentration et les recherches sur la méditation, l'intégration de la méditation ou de la pleine conscience dans la thérapie. Ça me semble très très proche de ce qui se pratique maintenant du côté de la pleine conscience. Et ensuite, sur le plan théorique, Perls, avec l'appui de Laura, sa femme, ont révisé la théorie analytique en donnant plus d'importance à l'oralité, aux aspects préverbaux, et j'ai envie de dire qui précèdent la question libidinale, qui est simplement de comment se nourrir de l'environnement. Alors ça donne deux pistes importantes chez Perls. C'est la saine agressivité, c'est-à-dire que pour me nourrir du monde, il faut que je mange, il faut que je croque, il faut que je digère, il faut que je mette en morceaux ce qu'on m'a donné, que je mette en morceaux les introjections, par exemple, de mon éducation, pour pouvoir les assimiler et les digérer. Donc, Perls a mis en évidence ce processus d'aller vers le monde avec une agressivité saine. Et là, il se démarquait d'une agressivité qui était plutôt du côté de la pulsion de mort ou d'une pulsion destructive chez Freud. Lui, il a dit, mais c'est très positif d'aller croquer, d'aller manger. Ça, c'est un aspect. Et donc, un focus mis sur les stades de développement très précoces. On retrouvera ça aussi chez Winnicott et chez les successeurs de Freud. L'aspect pratique, c'est la concentration, et l'aspect théorique, c'est cette importance donnée à l'agressivité et à l'aller vers le monde. Le premier livre de Perls avec Laura, c'est « Le moi, la fin, l'agressivité », et il met ça très bien en évidence. Je suis d'accord avec ce que vient de dire Chantal, c'est qu'il n'y a pas véritablement une opposition entre ces deux conceptions, parce que si Freud a mis l'accent sur la sexualité, l'importance de la sexualité, il a pris en compte aussi la pulsion agressive, et à l'inverse, Perls était tout à fait conscient de l'importance aussi de la sexualité, mais lui a mis l'accent sur plutôt l'agressivité. Et je pense que sexualité et agressivité sont les deux des pulsions fondamentales de l'homme. Donc il n'y a pas véritablement d'opposition à ce niveau. Ça, c'est la première étape de l'élaboration de la Gestalt-thérapie. Ensuite, Perls a émigré aux États-Unis et a été accueilli par un groupe d'anciens psychanalystes d'ailleurs qui avaient émigré aussi, donc Karen Horney qui avait été sa psychanalyste et qui a facilité son intégration aux États-Unis. Et il était entouré là-bas plutôt de philosophes, dont Paul Goodman. Et ils ont créé un groupe de travail qu'on a appelé le groupe des 7. Tout le monde n'est pas d'accord sur la composition du groupe des 7, mais c'est pas grave. Ça veut dire que ça a été vraiment un travail collectif. Là, dans cette évolution, on a mis davantage l'accent sur l'indissociabilité organisme-environnement. Comme si Perls avait fait un premier pas avec sa saine agressivité d'aller vers l'environnement, et que dans l'élaboration qui a suivi, on mettait à la fois l'environnement et le sujet en interaction constante. C'est-à-dire que c'est l'environnement qui crée la personne autant que la personne s'ajuste à l'environnement. Donc ce double sens qui va dans une perspective de champ ou de situation commune est une étape plus récente de la Gestalt-thérapie. Je voulais aussi ajouter la pratique de groupe, parce que c'est quand même le fort de la Gestalt-thérapie d'avoir proposé un travail en groupe. Perls était très, très promoteur de cette pratique, et il disait même que la thérapie individuelle n'était pas intéressante, que c'était beaucoup plus fructueux d'être ensemble et de se frotter aux autres.
il proposait des exercices ou des mises en situation de la Gestalt en groupe où le protagoniste pouvait expérimenter quelque chose avec les autres, mais en tenant compte des répercussions du groupe sur ce qui se passait. Et il me semble, Edmond, que c'est ça qui t'a attiré aussi au début, la pratique en groupe. Bien sûr, et c'est un apport fondamental des thérapies humanistes que d'avoir mis la pratique thérapeutique de groupe au premier plan. Parce qu'au fond, avant, ça n'existait pas. La psychothérapie, c'était la relation d'un patient avec un analyste, un psychothérapeute, et c'est vraiment l'aspect le plus novateur des thérapies humanistes que d'avoir mis la thérapie de groupe au premier plan. Chromosome B. Alors, on l'a dit en introduction, vous êtes tous deux didacticiens. On découvre un livre d'épistémologie, de théorie, d'analyse. Est-ce que vous pouvez nous parler de la construction de ce livre et quels enseignements, quelles découvertes vous souhaitez transmettre à vos lecteurs et à vos lectrices? Moi, je mettrai l'accent sur l'originalité de cet ouvrage, parce que c'est un ouvrage où justement on décidait de dialoguer de praticiens, de théoriciens qui appartiennent à des courants différents, et que c'est, à mon sens, la première fois que ça arrive. D'une certaine façon, ça paraît curieux, mais c'est le premier ouvrage à ma connaissance qui met comme ça en scène un dialogue entre deux praticiens qui appartiennent à des courants différents de la psychothérapie. Alors, ça me semble être tout à fait l'originalité de cet ouvrage, et ça s'est manifesté dans la structure même de l'ouvrage. Chacun présente une position de sa propre démarche sur une question particulière. Et ensuite, il y a toute une discussion qui s'ensuit et qu'on a reproduite dans l'ouvrage entre nous deux sur les points de convergence et les points de divergence, les intérêts communs ou les limites communes. Donc, c'est cette structure et cette conception de l'ouvrage qui me semble tout à fait novatrice. Chantal Masquelier ? Oui, je suis complètement d'accord avec Edmond et ça m'a bien intéressé de construire cet ouvrage et surtout de ponctuer nos apports théoriques et cliniques par ces dialogues. Je trouve que ça rend l'ouvrage beaucoup plus vivant, de se donner la possibilité d'échanger après nos exposés, de faire dans le livre ce qui est la démarche de la Gestalt-thérapie, c'est-à-dire de créer un dialogue. La structure de l'ouvrage, elle part de l'histoire, ensuite pour venir sur un certain nombre de points théoriques importants, à la fois qui différencient et qui quelquefois relient Gestalt-thérapie et psychanalyse, et ensuite l'ouvrage se penche sur la pratique, parce que c'est finalement la pratique qui est la première et la plus intéressante dans une démarche thérapeutique, et c'est là où il y a le plus de divergence entre psychanalyse et Gestalt-thérapie. Et puis, il y a une conclusion sur les aspects épistémologiques et éthiques de ces pratiques. La gestalt-thérapie et la psychanalyse sont-elles toujours aujourd'hui en mouvement, en évolution? On voit tout un tas de nouvelles écoles de pensée qui surgissent, notamment les TCC. Est-ce qu'il y a encore un mouvement d'évolution dans chacune des pratiques et dans leur complémentarité? Oui, il y a une évolution. Chantal Masquelier a bien montré l'évolution qu'il y a eu au sein même de la Gestalt, et de même, heureusement, la psychanalyse, qui à un moment donné a été assez dogmatique et figée, a beaucoup évolué dans la période récente et
a intégré d'une certaine façon des apports qui venaient d'autres démarches thérapeutiques, comme le groupe, par exemple, le psychodrame, la relaxation, les thérapies familiales, les thérapies transgénérationnelles. Donc tout ça a été bien sûr réinterprété dans les concepts de la psychanalyse, mais a permis quand même une ouverture de la psychanalyse sur d'autres pratiques. Donc à mon sens, c'est très positif. Je voulais rebondir sur ce que venait de dire Edmond. Les thérapies humanistes, en tout cas qui mettent l'accent sur le présent et sur le corporel, ont influencé la psychanalyse, qui a souvent dans la thérapie analytique un cadre plus souple qu'autrefois, mais à la réciproque, je pense qu'en gestalt thérapie, il y a une vingtaine d'années, on était très démonstratif, on faisait du théâtre en fait, on faisait des jeux de rôle, du psychodrame, on bougeait dans la pièce avec beaucoup de plaisir, et je pense qu'aujourd'hui, on a moins besoin de s'éclater. Et peut-être que justement l'influence de la psychanalyse nous a aussi poussé à être plus centrés et moins dans l'exagération ou l'amplification. C'est peut-être une évolution qui va aussi avec la crédibilité de notre approche, qui parfois pouvait se discréditer par des excès. Donc on est devenu peut-être un peu plus sage. À un moment donné, il y a eu par exemple une forte opposition entre la psychanalyse et les TCC, les thérapies comportementales et cognitives. Oui. Et aujourd'hui, on voit que les thérapies comportementales et cognitives ont évolué elles aussi. C'est-à-dire on est dans ce qu'on appelle une troisième vague des thérapies des TCC. La première vague, c'était la vague comportementale, la deuxième vague, la vague cognitive. Et cette troisième vague des TCC reprennent en compte, par exemple, l'émotion, reprennent en compte le corps, reprennent en compte aussi des techniques qui viennent des thérapies humanistes, comme la méditation. Aujourd'hui, la méditation est très à la mode, à travers les ouvrages, notamment en France, de Christophe André, mais ça vient d'une certaine façon des thérapies humanistes des années 60, 70 aux États-Unis. Donc, on voit que les thérapies, les TCC ont aussi mis l'accent sur l'importance de la relation, alors qu'avant, ils disaient, nous, on applique un schéma scientifique et la relation n'a pas à intervenir, alors qu'aujourd'hui, ils prêchent aussi une relation empathique. Donc on voit que cette évolution, elle a agi dans nos disciplines respectives, mais qu'elle agit aussi dans le champ complet, global des psychothérapies. On a aussi un mouvement similaire dans la systémie, qui au début, le thérapeute se mettait derrière la glace sans teint pour observer tout ce qui se passait. Enfin, il y avait un double regard. Il y avait le thérapeute avec la famille et le thérapeute derrière la glace, et quelque chose d'un petit peu protocolaire. Et dans la deuxième cybernétique en systémie, ils s'aperçoivent que la présence du thérapeute joue sur ce qui se passe dans la famille, qu'on ne peut pas être un observateur neutre. Donc là aussi, il y a une évolution avec une prise en compte du relationnel de plus en plus importante. Du coup, la systémie s'approche de la gestalt-thérapie dans ce sens. Chromosome B. Regard croisé sur la psychothérapie, psychanalyse et gestalt-thérapie. Edmond Marc, Chantal Masquelier-Savatier, vous publiez cet ouvrage, Dialogue entre vous, aux éditions Henrik B. Puis-je vous demander, pour nous séparer, une citation d'auteur, un aphorisme, un proverbe qui pourrait décrire votre état d'esprit du moment ou votre relation au monde en général. Chantal Masquelier. Alors moi j'ai sélectionné 2 phrases. D'abord une qui parle du livre, qui parle du processus d'écriture. J'avais trouvé ça qui était très pertinent pour notre démarche.
c'est si tu as un livre que tu as envie de trouver et que tu ne le trouves pas, alors écris-le. C'est vraiment ce que nous avons fait avec Edmond. C'est une citation de Toni Morrison. Et puis une citation qui résume bien ce qui pour moi est important dans la démarche de la Gestalt-thérapie aujourd'hui. C'est une citation de Jean-Marie Robine. « Nous sommes créés par les situations autant que nous les créons, d'instant en instant. » Nous sommes créés par les situations autant que nous les créons, d'instant en instant. Edmond Marc. Oui, moi je propose aussi 2 citations, mais brèves, qui figurent dans notre ouvrage et qui résument pour moi mes positions, certaines de mes positions essentielles. Alors la première, c'est une citation d'Edgar Morin. « Il faut substituer une pensée qui relie à une pensée qui disjoint. » Et ça me semble très important parce que toute la science du XXe siècle a été plutôt dans la pensée qui disjoint. C'est ou bien le conscient, ou bien l'inconscient, ou bien la Gestalt, ou bien la psychanalyse. Et aujourd'hui, dans la pensée d'Edgar Morin, il faut plus aller vers une pensée qui relie et en même temps le conscient et en même temps l'inconscient, en même temps le passé et en même temps le présent. Donc ça me semble une vision qui est tout à fait représentative de la démarche intégrative. Et une seconde citation, celle d'Erwin Yalom, qui est le représentant le plus important du courant existentiel aux États-Unis et qui est connu mondialement. Il dit « C'est la relation qui soigne, il n'existe pas de vérité plus grande en psychothérapie. C'est la relation qui soigne. » Ce sera ma conclusion, personnellement. Edmond Marc, Chantal Masquelier-Savatier, merci beaucoup pour cet entretien. Chromosome B. Le podcast des éditions Henrik B. Agitateur de neurones. Chromosome B. Retrouvez les ouvrages des éditions Henrik B dans toutes les bonnes librairies et sur henrikb-édition.com.